La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, plusieurs attributions financières annoncées en Outaouais. La conseillère municipale Myriam Nadeau reçoit le prix Régis Lorrain et une infection silencieuse, l'hépatite C. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine InfoMag du jeudi 5 mai 2016. Les ministres Hélène David et Stéphanie Vallée étaient de passage en Outaouais cette semaine en compagnie de plusieurs députés pour annoncer la bonification de l'offre de formation collégiale et universitaire. Rappelons-nous qu'en novembre dernier, le premier ministre Philippe Couillard partageait son souhait que la région de l'Outaouais bénéficie d'un statut particulier en matière d'éducation par la priorisation de nouveaux programmes collégiaux et universitaires. 219 000 $ seront investis pour 2 nouveaux programmes d'études au collégial, soit technique en architecture et technique juridique au Cégep de l'Outaouais. 215 000 $ aussi au Cégep pour l'actualisation de formations en analyse biomédicale. Pour l'Université du Québec en Outaouais, 250 000 $ pour la réalisation d'une étude sur le lancement de nouveaux programmes de formation universitaire en sciences de la santé. Voici le député de Papineau, Alexandre Iraca. C'est un point de départ pour le statut particulier. Je vous dirais que c'est le début du rattrapage au niveau des programmes offerts ici en Outaouais en lien avec la compétitivité qu'on vit en Ontario. Donc, c'est le début d'un temps nouveau, là, comme dit la chanson, pour faire en sorte qu'on puisse rattraper au niveau des offres de programmes qui sont faits ici en Outaouais. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les jeunes de l'Outaouais qui vont pouvoir appliquer sur des nouveaux programmes. Écoutez, on a parlé des cégeps, mais il y a aussi l'université avec le programme de faculté de médecine. Elle va travailler le dossier de manière très sérieuse. Elle va nous revenir là-dessus pour qu'on puisse annoncer encore de nouveaux programmes le plus rapidement possible. Donc, je vous dirais que l'Outaouais, là, cette semaine, là, avec la visite de la ministre David, la ministre Charbonneau, il y a beaucoup d'annonces qui se font. Pourquoi? Parce que les 5 députés, on parle très fort à l'Assemblée nationale, puis on veut rattraper le temps, les programmes et le temps que nous avons perdu dans le passé et pour se mettre à jour. La ministre responsable des aînés, Francine Charbonneau, était de passage à Buckingham mardi dernier pour annoncer un investissement total de 1 156 320 $ pour la mise en œuvre de plusieurs initiatives visant à améliorer les conditions de vie des personnes aînées en Outaouais. Du montant annoncé, Alliance alimentaire Papineau recevra 421 160 $. Le Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre recevra 30 640 $ et les habitations partagées de l'Outaouais recevront 120 770 $. Les autres montants seront distribués en Outaouais pour des projets dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés. Voici la ministre Francine Charbonneau. Vous êtes vraiment une région très choyée. Il y a eu énormément de projets qui ont été acheminés quand on a fait l'ouverture et l'appel des projets. Maintenant, on a les sommes qu'on avait, donc il faut bien choisir. On a pris la recommandation des gens du comité qui se sont assis. D'ailleurs, les tables de concertation en font partie, regardent les projets, les recommandent. Puis après ça, le ministère nous fait une recommandation d'après les sommes qu'on a. Dans la région de l'Outaouais, notre volonté, c'était d'investir un peu plus, donc ce qui nous a permis de financer 3 projets sur 3 ans de façon extraordinaire, je vous dirais, avec le projet CADA. Mais on a aussi des projets qui ont été établis par les villes à l'intérieur du programme Municipalité Amis des aînés. Et on a, avec plaisir, annoncé des investissements chez les travailleurs du milieu, qu'on appelle communément les ITMAV, pour les aînés isolés et vulnérables.
On a reçu une information de dernière minute. Suite au départ d'Éric Antoine de la CSCV, qui est devenu président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, son poste de commissaire était donc libre. Les gens avaient jusqu'au 8 mai pour soumettre leur nom. Bien, il y a 2 noms qui ont été soumis. On apprend que Lucie Arlune Périard sera de la partie, également Pierre Daou. Et j'ai discuté rapidement aujourd'hui avec M. Daou qui nous mentionne qu'il a l'intention, même s'il y a d'autres candidats, cette fois-ci, de continuer quand même la course parce qu'il semble que le gouvernement n'est pas prêt de changer sa politique concernant les élections scolaires. Donc, il y a présentement 2 candidats et les gens ont jusqu'au 8 mai pour soumettre leur candidature. Toujours à la CSCV, hier, c'était leur réunion. On a parlé un peu de recensement parce que la distribution des formulaires de recensement a débuté et vous avez sûrement entendu aux informations qu'il est important et obligatoire de remplir le questionnaire. Pour nous donner un exemple concret de l'importance des données recueillies, je vous invite à écouter le commissaire scolaire Raymond Ménard qui nous expliquait hier lors du conseil comment ces informations peuvent être utiles localement dans le cadre du travail des commissaires. Bien, écoutez, j'ai effectivement souligné l'importance pour moi. Je considère que le recensement nous permet d'avoir des données à jour, d'avoir un portrait qui tient compte de la vraie réalité, parce qu'on sait souvent que le financement pour notre commission scolaire est basé justement sur un recensement qui est le plus à jour possible. Et on sait, selon les données, que les gens, des fois, sont un petit peu portés à oublier ou à négliger un petit peu de fournir ce renseignement-là. Et ça fait en sorte que nos données, à ce moment-là, ne sont pas tout à fait justes. Et au niveau de notre commission scolaire, j'ai un exemple. L'indice de défavorisation nous permet d'aller chercher un financement additionnel selon l'attribution des écoles, selon leur catégorisation, pour nous permettre justement de répondre le mieux possible aux besoins des clientèles en offrant les meilleurs services possibles. Toujours lors de la réunion de la CSCV, le commissaire Richard Durocher lançait un beau message concernant les enfants handicapés, un message qu'il tenait à livrer à la population. C'est qu'en plus d'être commissaire, il est chauffeur d'autobus et il a eu l'occasion, il y a quelques jours, de conduire un autobus en compagnie d'enfants handicapés. Il a observé plusieurs choses dans le cadre de son travail qui l'ont fait réfléchir. On peut l'écouter. On peut en parler pas mal longtemps, mais j'ai vécu dans mon autobus d'être proche de ces enfants-là. Puis je peux vous dire qu'ils ont tellement d'amour, puis ils aiment le monde. Puis ce qui fait un peu de peine, c'est qu'on ne peut pas évaluer s'ils sont capables de se comparer avec les autres enfants. Mais d'après les informations que j'ai, peut-être qu'ils ne peuvent pas, puis ils sont bien dans le monde. Mais les parents, puis peut-être pas par choix tout le temps, mais qui sont dans cette situation-là, ils font de bon job. Puis les professeurs, ben, eux autres, j'ai mon chapeau. C'est par décision de carrière qu'ils ont décidé d'être au service de ces enfants-là. C'est extraordinaire. Il y a tellement d'ouvrages. Myriam Nadeau, la conseillère municipale du district de Pointe-Gatineau à Gatineau, a reçu récemment le prix Régis Lorrain de la part de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec pour avoir contribué de manière exceptionnelle à la cause de logement communautaire. Madame Nadeau, dans le cadre de ses fonctions, est également présidente de la commission permanente sur l'éducation. Elle nous donne sa réaction face à ce prix reçu. C'est un prix que je suis extrêmement honorée et touchée de recevoir. La raison qui me touche le plus de recevoir ce prix-là, c'est que mon nom a été soumis par des organismes du milieu. Donc, de savoir que ce sont des gens, des organismes communautaires qui pensent des projets de logements sociaux, abordables, communautaires, qui ont pensé à soumettre mon nom, pour moi, c'est révélateur que le travail que je fais avec eux porte fruit et qu'on est satisfait de m'avoir comme intervenante dans le dossier du logement communautaire à Gatineau. La cause du logement social est très importante pour Mme Nadeau. Elle nous explique maintenant un peu tout le travail effectué qui lui a permis de remporter cet honneur. Bien, la première chose que j'ai fait quand j'ai été nommée responsable du dossier de l'habitation à la Ville de Gatineau, ça a été justement de rencontrer chacun des acteurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient de ce milieu-là, de l'habitation communautaire, donc je trouvais ça extrêmement
important de prendre le temps de rencontrer chacun d'entre eux, de savoir ce qu'ils font, comment ils font, qu'est-ce qu'ils veulent continuer à faire, puis comment nous, la Ville de Gatineau, on peut les aider à faire mieux puis à en faire plus. Donc, ça a été, je dirais, ma première réalisation, ça a été celle-là. Et je l'ai faite aussi dans l'objectif d'amener les différents acteurs à travailler aussi en complémentarité, de sortir un petit peu d'un esprit de compétition, qu'on est un organisme contre l'autre à essayer d'avoir les projets, mais de vraiment voir comment on peut travailler de façon complémentaire pour répondre à l'ensemble des besoins, puis vraiment respecter le rôle de chacun des acteurs dans le milieu, qu'on a tous un angle peut-être différent, qu'on prend, puis chaque angle est important parce qu'au final, ça prend une multitude de moyens pour répondre à une multitude de besoins. Nous avons réalisé une entrevue plus tôt cette semaine concernant l'infection de l'hépatite C. J'avais rencontré pour vous Dr Christelle Comm-Mocteau pour avoir plus d'informations. Je vous invite à écouter cette entrevue. Alors oui, Dr Comm-Mocteau est avec nous ce soir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Perrault. Vous allez bien? Oui, merci. Le 29 avril dernier, c'était la toute première journée de sensibilisation à l'hépatite C, contre l'hépatite C. Et vous me disiez que c'est la première fois que ça arrive, cette journée-là, c'est ça? Oui, en fait, la journée a été décrétée l'année dernière, puis cette année, c'est effectivement la première journée de sensibilisation à l'hépatite C. Et ce que j'ai appris aussi en parlant à quelqu'un de chez vous, c'est que l'hépatite C, ce n'est pas une maladie, mais c'est une infection. Est-ce que vous pouvez me dire un peu c'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est ce qui fait vraiment la particularité des infections comme l'hépatite C, c'est qu'elle peut demeurer asymptomatique pendant longtemps, donc la personne n'a aucun symptôme, ou elle peut aussi, la personne peut présenter des symptômes, à ce moment, on va parler de maladie. Donc c'est ça la grosse différence. Et est-ce que c'est vrai que c'est une infection qui est dure à trouver, à diagnostiquer quand on va voir notre médecin? Disons que ce qui fait que c'est difficile de détecter l'hépatite C, c'est le fait justement que les gens ne vont pas avoir de symptômes. Donc, ils ne vont pas aller voir le médecin pour se faire diagnostiquer. C'est pour ça qu'on pense que dans les données que nous avons actuellement, il y a à peu près 40% des personnes qui sont porteuses du virus, mais qui ne le savent pas parce que justement le virus n'a pas encore été détecté. Comment on peut attraper ça? Alors c'est une maladie qui se transmet essentiellement par voie sanguine. Donc il faut que une personne soit en contact avec le sang d'une personne infectée. Et ça se produit souvent lorsqu'il y a un contact ou l'utilisation de matériel d'injection, du matériel d'inhalation, du matériel de tatouage qui est souillé par du sang qui, lui, est contaminé au virus de l'hépatite C. Parce que le matériel souillé, vous me dites dans le fond qu'en 2016, ça existe encore des endroits où on ne fait pas attention au matériel, où ça peut être aussi quelqu'un qui prend de la drogue et qui utilise des seringues souillées. Qu'est-ce que la santé publique fait dans ces cas-là pour essayer d'éviter ça? Alors, pour comprendre ce qui a déjà été fait, puisqu'on voudrait poursuivre là comme travail, c'est que quand on regarde les données à l'échelle provinciale, on se rend compte qu'entre 2004 et 2014, il y a eu quand même une bonne diminution de la maladie, du nombre de cas déclarés. Au début des années 2000, on avait à peu près 2800 cas diagnostiqués annuellement à travers le Québec. Puis en 2014, on en avait 1115 à peu près. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la moins bonne nouvelle, c'est qu'ici, en Outaouais, la diminution n'est pas aussi sensible qu'on le voudrait. On avait 117 cas à peu près au début des années 2000. On a diminué jusqu'en 2014, mais ce qu'on s'est rendu compte en 2015, c'est qu'il y a eu une nouvelle augmentation par rapport à 2014. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe et pour laquelle on peut faire quelque chose. Il est possible de prévenir, il est possible de traiter aussi la maladie une fois qu'on l'a contractée. Donc, pour répondre à votre question, vraiment, ce sur quoi on travaille en santé publique, c'est d'encourager les personnes à prévenir la maladie en utilisant du matériel d'injection qui est stérile, en ne partageant pas ce matériel avec qui que ce soit, et quelque chose qui n'est pas parfois très bien compris, il ne faut pas réutiliser soi-même son matériel. C'est vraiment un matériel non seulement stérile, mais à usage unique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'infecter soi-même avec son... disons que moi, je prends 2 fois la même seringue,
je pourrais m'infecter moi-même de l'hépatite C? Mais vous pourriez, même si vous avez été traité, vous pouvez vous réinfecter, puis vous pourriez effectivement faire poursuivre la transmission, ce qui fait que c'est important vraiment de s'assurer que le matériel est utilisé par personne d'autre. Et ce qui m'avait un peu frappé dans ce que j'ai lu sur l'hépatite C, c'est que si je vais voir mon médecin, puis que je ne sais pas que j'ai ça, le médecin aussi peut avoir de la difficulté à trouver que j'ai l'hépatite C. Dans ce que j'ai lu, j'ai cru comprendre que c'était pas facile de trouver quelqu'un qui avait l'hépatite C. Les tests sont quand même assez performants. Là où la difficulté réside dans le fait que peut-être qu'on n'y pense pas. Le patient, la personne ne pense pas à se présenter et le médecin ne va peut-être pas penser à questionner sur les facteurs de risque parce que, comme on le disait tantôt, les facteurs de risque, c'est vraiment l'utilisation de drogue par injection, le perçage, les tatouages, surtout ces facteurs-là. Il y en a d'autres, mais c'est quand même assez marginal. Donc, il faut vraiment rechercher ces facteurs. Et une chose de particulier aussi que à laquelle les gens ne pensent pas souvent, c'est que même si on s'est injecté une seule fois dans sa vie des drogues, il est important de se faire dépister. Ce n'est pas l'utilisation régulière qui fait en sorte uniquement qu'on puisse être infecté, mais même une seule fois, c'est suffisant pour avoir été infecté. Et disons que quelqu'un est infecté, comme vous dites, ça paraît pas, ça prend du temps avant que ça fasse un dommage. Combien de temps, puis qu'est-ce que ça peut faire comme ravage, cette infection-là? Alors, au début, lorsque vous contractez le virus, il y a quelques semaines qui s'écoulent, puis après, vous entrez dans ce qu'on appelle la phase aiguë, où vous pouvez avoir des symptômes ou pas. Il y a 80% des gens qui ne vont pas avoir des symptômes. Et même quand on en a, c'est souvent des symptômes qui ne sont pas forcément spécifiques à la maladie. Les gens vont faire de la fièvre, avoir des nausées, des vomissements, avoir mal au ventre. Et quelque chose de caractéristique quand même, c'est qu'ils vont avoir une coloration jaune des yeux puis de la peau. Mais pour plusieurs, il n'y aura pas de manifestation, puis 8 personnes sur 10 vont passer à une étape de porteur chronique. Alors, on va avoir 2 personnes chez qui le virus va s'éliminer, la personne va être guérie en l'absence de traitement, mais il y a quand même 80% des gens qui vont continuer de porter le virus. Alors là, il y a 2 complications, il y a 2 événements qui vont finalement avoir lieu. Un, c'est que la transmission va se poursuivre à travers cette personne, et 2, c'est que la personne en elle-même va avoir de grandes chances de développer des complications au niveau de son foie. Là, on parle de complications vraiment sévères qui peuvent aller jusqu'au cancer du foie et nécessiter des greffes. Quelqu'un qui apprendrait assez tôt qu'il a l'hépatite C, est-ce que ça se guérit? Oui, il y a des traitements actuellement qui se font, donc il est possible de guérir de la maladie. Ce qui est certain, c'est qu'un des facteurs qui facilite ou un des facteurs gagnants pour le succès du traitement, c'est vraiment le diagnostic précoce. Raison pour laquelle les personnes qui sont à risque sont vraiment invitées à être dépistées pour pouvoir être traitées rapidement. Donc, le message, ça serait vraiment s'il y a des gens qui utilisent du matériel pour s'injecter, des choses comme ça, ils devraient à ce moment-là mentionner directement à leur médecin, écoutez, pouvez-vous en même temps que vous me faites mes tests, vérifier si je n'aurais pas l'hépatite C. Ça serait un petit peu ça le message qu'on peut dire aux gens? Effectivement, mais j'aimerais ça quand même avoir un message un peu plus complet parce que premièrement, pour éviter l'hépatite C, la première chose, c'est d'éviter de s'injecter des drogues. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que si on s'injecte des drogues, il faut utiliser du matériel stérile, du matériel à usage unique, et puis ça, on peut s'en procurer dans les pharmacies ou encore au CLSC. C'est distribué vraiment sans jugement, sans question. Donc, vraiment, j'encouragerais les personnes gratuitement utilisatrices de drogues injectables d'aller s'en procurer. La troisième chose, c'est que si on a utilisé des drogues, il faut effectivement se faire dépister. Donc, il est possible de le dire à son médecin de famille lors de l'entrevue qu'on utilise des drogues par injection. À ce moment, un test de dépistage, si on n'a pas de symptômes, là, va être demandé. Est-ce que c'est facile de m'expliquer assez rapidement la différence entre, moi j'ai entendu hépatite A, B, C. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça s'explique facilement? C'est 3 virus de toute façon différents et le mode de transmission n'est pas pareil. Le virus de l'hépatite A, ça se transmet plus de manière féco-orale, donc oui, par les selles de l'individu. L'hépatite C, c'est plus par le sang dont on vient de parler. L'hépatite B, c'est par le sang et aussi par relation sexuelle. Écoutez, docteur, je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission. Ça nous a éclairé beaucoup sur l'hépatite C. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.
Et voici maintenant la chronique sport avec François Croteau, de retour de vacances, le beau bronzé. Bonsoir François. Bonsoir Martin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vite, dis-nous où tu étais. Est-ce que tu as fait du golf? Hein? Oui, j'ai fait du golf. J'étais en Caroline du Sud et en Georgie. Et un peu en dehors des sentiers battus, j'étais pas à Myrtle Beach, j'étais à Edisto Island, qui est dans le coin de Charleston. Et en Georgie, j'étais à St. Mary's. Alors les gens, ça c'est à 20 000 au nord de Jacksonville et ça a été température merveilleuse. Ben, bon retour parmi les Blancs. Merci beaucoup. Ça s'en vient, ça s'en vient. Écoute, ski, Félix Bertrand. Oui, une très belle nouvelle pour Félix Bertrand. Il va faire partie la saison prochaine de l'équipe du Québec de ski acrobatique. Il a su cette bonne nouvelle lundi soir dernier. Il sera le plus jeune membre de l'équipe. On sait qu'il a 13 ans. Il va s'entraîner avec des jeunes âgés de 17 à 18 ans. Donc, ça démontre un peu le talent de ce jeune homme-là. Il fera partie de l'équipe Québec Développement. D'ailleurs, il va commencer là, sous peu l'entraînement en trampoline avec un nouvel entraîneur. Lui, il a bien hâte de voir comment il va pouvoir communiquer. Et cet été, il va aller passer 17 jours en France, skier dans les Alpes. Alors, c'est pas pire, ça, pour un jeune de 13 ans. Il faut rappeler que Félix est le champion canadien et québécois en ski acrobatique. Il a remporté plus d'une dizaine de médailles lors de la dernière saison uniquement. Alors, son rêve ultime, naturellement, ça serait de participer aux Jeux olympiques de 2022. Et ça, c'est dans 6 ans. Il aurait l'âge de 19 ans. Je pense que c'est un objectif raisonnable. Et Ski Canada vient puiser dans l'Outaouais. Oui, on sait qu'il y a une belle tradition là, au niveau des clubs de ski de fond. Nakartok, Skinook. Nakartok. Oui, Nakartok. Et il y a 3 athlètes qui ont été promus là, à l'équipe nationale junior. Il s'agit d'Antoine Cyr, Laura Leclerc et Zoé Williams. On sait que Catherine Stewart-Jones, qui est elle aussi de l'Outaouais, va faire partie de la formation de développement. Elle va partager la saison prochaine entre le circuit de la Coupe du Monde et le circuit Nord-Am, qui est en Amérique du Nord. Antoine Cyr, il a pu accéder à cette place-là grâce à son premier titre national au championnat canadien en sprint. Et naturellement, au cours de l'hiver prochain, on pourra suivre là, leurs exploits. Un gala de boxe dans la Petite Nation. Oui, on sait que ça devient là, une tradition. Le club de boxe de la Petite Nation, ça va très bien de ce côté-là. Ils vont présenter samedi soir une carte de 17 combats au centre communautaire de Papineauville. Il y a 34 pugilistes, naturellement, qui vont s'affronter sur le ring. Et il y a des combats là, qui vont sûrement attirer l'attention. Louis Manta, du club Petite Nation, lui va affronter René Gélineau du club BG de Buckingham. Donc, rivalité Papineauville-Buckingham. Parmi les autres combats aussi qui sont intéressants, ça va être le retour sur le ring de Jean-François Lavergne du club de boxe, naturellement Petite Nation, qui va lui aussi affronter quelqu'un du club BG, soit Simon Voyer. Et aussi un combat à voir, Billy Person, qui va faire un combat revanche contre Ismaël Brahi de Montréal. Et il faut souligner la présence aussi au gala de Gaëtan Hart, ainsi que Vanessa Lepage-Joannis, qui va se battre un peu plus tard au mois de mai, et Pascal Villeneuve, qui vont être présents afin de rencontrer les gens. Le gala, c'est à compter de 19h30 ce samedi soir au centre communautaire. Il reste des billets, donc pour information, on peut composer le 819-983-8154. Et le baseball junior, maintenant, c'est un départ pour le hall volant. Oui, c'est un départ en fin de semaine. Cette année, l'entraîneur Michel Landriot se dit extrêmement satisfait de son équipe. Il voit ça comme une équipe talentueuse. On sait que c'est la 4e saison du hall volant dans la Ligue junior élite. Et il y a toujours là, le but, c'est de faire les éliminatoires. On sait qu'ils n'ont pas fait encore les éliminatoires. Ils vont avoir un bon test au départ. Cependant, les 12 premières parties vont être disputées sur la route. La raison de ça, c'est qu'il y a des rénovations qui sont apportées au domicile local, le parc Sans-Cartier. Alors, le premier match local va avoir lieu le 11 juin prochain contre les Aigles de Trois-Rivières, les champions en titre de 2015. Alors, pour lui, l'équipe est un peu différente. C'est qu'il va y avoir un bon mélange de recrues et de vétérans
parce que au niveau là, d'où proviennent les jeunes, il y en a beaucoup qui vont sortir des programmes de Baseball Canada et Baseball Élite Québec. Donc ça, là, c'est des joueurs quand même aux habiletés certaines, si je pourrais dire. Au soccer maintenant, Maxime Tissot avec l'Impact de Montréal. Oui, effectivement, on sait qu'il avait fait l'équipe là, depuis l'an dernier. Cette année, des blessures à 2 joueurs clés lui ont permis là, de pouvoir jouer et même d'obtenir 2 départs. Dans la dernière semaine, il a disputé 250 minutes là, sur le terrain, donc c'est quand même bien. Et il a déjà marqué un but. Alors ça égale son total de l'an dernier. Pour lui, naturellement, il veut en profiter pour pouvoir montrer aux dirigeants de l'équipe ce dont il est capable de faire. Donc, on lui souhaite bonne chance et qu'il puisse se tailler un poste de régulier au sein de l'équipe. Il y a Mario Richer de Tursault qui espère une 4e Coupe du Président au hockey. Effectivement. Lui, il a gagné. On sait que Mario Richer, d'ailleurs, a été entraîneur adjoint de Benoît Gros avec les Olympiques de Gatineau, Olympiques de Hull dans ce temps-là. Il a déjà gagné à titre de joueur. Ça, je pense que les plus vieux vont s'en rappeler. En 1983, c'est l'année de Pat Lafontaine pour les plus vieux. Lui avait récolté 234 points en 70 matchs. Alors, là, on sait qu'il est du côté des Cataractes de Shawinigan. Ils affrontent présentement les Huskies de Rouyn-Noranda. Ils tirent de l'arrière 1-0, mais faites à noter, à chaque fois qu'il s'est rendu en finale, M. Richer n'a jamais perdu. Donc, c'est à voir. Et finalement, à la fin de la saison, lui, il va retourner en France pour aller entraîner les Gothiques d'Amiens dans la Ligue Magnus. Mon cher François Croteau, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Oui, ça m'a fait plaisir. Bon retour de vacances. Oui. Alors, c'est tout pour nous. Il reste quelques secondes. Je vous donne notre courriel outaouais. C'est nouvelles avec un S à tvc.qc.ca. Bonne soirée. Après la Deuxième Guerre mondiale, le bâtiment qui a servi pour le projet 29 sur la rue Paluc sera vendu à une compagnie britannique qui va le transformer en usine de production de produits en plastique. Puis ensuite, quand la guerre est finie, ils ont changé ça pour une usine de plastique. C'était grand, ça, c'était épouvantable. Ils ont fait une belle entrepôt là-dedans, là, puis on travaillait 2 jours. Fait que on avait un bon salaire, mais moi, ils en avaient trop, là, puis ils m'ont offert parce que c'était la dernière rentrée. Quand on arrivait à l'usine, d'abord, on remplaçait le corps de travail qui venait de finir. On montait sur notre petit banc, là, puis on commençait à travailler. Puis on avait une pause dans l'avant-midi. On avait notre heure de dîner. Mais des fois, nous autres, les femmes, on ne travaillait pas de nuit. On travaillait le soir et le jour. On avait notre dîner, puis on finissait à 4 heures. On avait une pause l'après-midi aussi. Moi, je travaillais sur les presses. Il y avait plusieurs départements. Il y avait la place où ils faisaient... C'était des préformes qu'on appelait. Ça, nous autres, on disait des pilules. C'était des morceaux de poudre pressée pour faire un morceau de plastique. Puis on mettait ça comme dans un petit fourneau pour les faire chauffer. Puis après ça, on ouvrait les presses. On mettait le morceau, il fallait le mettre à la bonne place. Puis là, on fermait la presse, puis encore, on avait tant de temps pour le laisser cuire, puis là, on le sortait. Il y en a d'autres qui faisaient des cabarets, toutes sortes de petits morceaux, des wall plates, des marettes. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient. Ça, c'était dans les presses. Après ça, il y avait la finition, puis l'empaquetage.
Je vais vous dire quelque chose, on sortait de là avec une odeur de plastique. Fait que fallait changer quand on arrivait chez nous. Ça m'a ouvert des horizons, j'ai connu d'autres mondes, j'ai connu d'autres choses. Non, c'était des belles années. Travailler là,